suivons pour cela un sujet sur les acquis démocratiques de ce pays. On reviendra sur le plateau après pour en discuter. Et la vie des partis politiques, bien que n'étant pas un organe législatif, ce cadre de dialogue a proposé plusieurs changements en ce qui concerne la vie politique en Guinée équatoriale. Le principe d'un 5e dialogue a été accepté par toute la classe politique du pays. Lors du dialogue national, des avancées significatives, je crois qu'il y en a eu un petit nombre d'avancées, les principales étant qu'un certain nombre de partis d'opposition et d'exilés ont pu rentrer dans le pays. Ça, je crois qu'il faut considérer que c'est une avancée. Une autre avancée, c'est la reconnaissance légale de 2 partis qui jusqu'alors ne l'étaient pas. En réalité, la légalisation, le retour dans le pays n'a pas permis un changement de la situation de la vie politique en Guinée équatoriale. Bien que les partis soient venus, certains exilés soient venus, il faut signaler que d'autres sont repartis. Il faut signaler que ceux qui sont rentrés vivent ici dans l'ignorance parce qu'on les ignore, on les bloque, ils ne peuvent pas avancer dans la politique. À l'issue de ces échanges, le gouvernement a accepté des changements tels que la loi de financement des partis, l'accès équitable aux médias et des facilités pour mettre en place un parti politique en Guinée équatoriale. Le dialogue a été une réussite totale puisque tous les acteurs politiques, ceux de l'intérieur comme ceux de la diaspora, ont répondu favorablement et positivement à l'appel que le président a fait pour tous les nationaux pour qu'ils puissent réfléchir pour l'avenir politique de notre pays. Parmi les points d'accord, on notera l'abandon de la caution de 30 millions de francs CFA que tout citoyen devrait verser pour obtenir la légalisation d'un parti politique. De même, pour les candidats indépendants à la présidence, il a été supprimé l'obligation d'avoir le soutien de 5 personnalités, une règle qui a été substituée par la présentation de 300 signatures par district. 2 personnalités, Avelino Mokache-Mehenga, le leader de l'Union du Centre Droit, et Gabriel Zéobian, de Citoyens de l'Innovation, ont alors profité des facilités obtenues lors de ces assises pour légaliser leur parti. Le parti a été créé et nous avons une idéologie que nous défendons. Nous défendons le renforcement de la démocratie. Nous défendons également l'économie mixte et nous avons l'homme comme centre de notre action politique. D'autre part, le gouvernement a accepté la révision complète de la loi sur le financement des partis politiques et s'est engagé à améliorer la subvention de tous les mouvements, de quoi améliorer la vie des partis politiques du pays. L'autre espoir de ce dialogue était également que les formations politiques du pays vivent en coexistence et participent également au débat public. Les partis politiques en Guinée équatoriale ont une vie très difficile parce que le régime au pouvoir met tout en place pour que les partis politiques d'opposition qui ont un rôle de critique de ce qui va mal, et qui ont un rôle de rectification et d'appel au pouvoir établi de ce qui va mal. Et donc les partis politiques d'opposition ici sont vus comme des ennemis et donc n'ont aucune possibilité de jouer leur rôle politique. Le scrutin et la campagne électorale du 24 avril 2016 a été un test grandeur nature des acquis de ce dialogue. Les partis politiques engagés dans la campagne électorale ont reçu un financement de 100 millions de francs CFA. Ces joutes électorales ont été l'occasion pour certains de faire le bilan sur la qualité des débats démocratiques. Il y a eu lors de cette campagne trop de difficultés. L'absence de liberté, les difficultés de circulation des citoyens afin qu'ils puissent participer aux meetings, l'intimidation et les menaces permanentes. Il y a eu également des menaces directes des candidats. C'est une grande préoccupation pour nous. La Guinée équatoriale cherche à se forger son propre modèle de démocratie qui tient compte de sa réalité spécifique. Les partis politiques, tous bords confondus, sont unanimes. La démocratie équato-guinéenne exige la bonne gouvernance pour combattre la corruption, fléau qui ravage le continent africain. Merci à Sey Kofi pour ce sujet qui quand même plante le décor sur l'état de la démocratie ici en Guinée équatoriale, d'où nous émettons en direct pour nos téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Sachez que nous organisons cette émission en marge à la cérémonie d'investiture du tout nouveau président élu de la Guinée équatoriale, M. Théodoro Obiang-Nguema Basogo. L'investiture, vous l'avez suivi en direct. Nous avons été rejoints sur ce plateau par 2 nouveaux invités. D'abord, M. Augustine Zem, qui est sénateur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Également, M. Ivo Bekale, qui est directeur de la jeunesse au ministère de la Jeunesse. Merci beaucoup. D'entrée, je vais demander à M. Augustine comment se porte la démocratie équato-guinéenne aujourd'hui.
C'est une question un peu abstracte parce que faire peut-être que vous me direz l'analyse de comment se porte une démocratie. Je vous dirais qu'en Guinée équatoriale, la démocratie se porte bien. Et j'aime répéter ce que le président dit souvent, l'essai de la démocratie. Parce que la vie d'un être humain, c'est toujours des étapes. Et je vois que la démocratie est entrée en Guinée équatoriale en train de supérer et de surmonter et d'aller de l'avant. Alors je vous dirais que, pour commencer, que la démocratie en Guinée équatoriale se porte très bien, d'autant plus que, vous avez vu, il y a eu des élections qui ont été... Et je ne sais pas si vous-même vous étiez là et vous avez vu ces élections, une participation massive de la population, parce que le principe, c'est le principe de la participation du peuple. Voilà, c'est une démocratie, c'est le démocratos, comme vous le savez, c'est le gouvernement du peuple. Alors, tant que le peuple participe, alors la démocratie marche bien. Et le peuple a participé en Guinée équatoriale massivement, vous voyez, pour exprimer sa volonté. Je crois que c'est cette volonté que nous devons respecter tous. Alors, M. Bekale, en tant que jeune, comment est-ce que vous vivez cette démocratie ici? Déjà, je tiens à dire que pour nous, la démocratie est dans un voyage qui n'a pas de billet retour, en fait. Du point de vue de la jeunesse que nous sommes, nous vivons cette démocratie dans une perspective participative. Nous pensons que nous sommes tous dans un contexte où la liberté ne s'exerce pas hors du groupe. La liberté hors le groupe est un luxe qui n'est pas vraiment nécessaire dans le contexte de développement sur lequel nous nous sommes déjà embarqués. Donc, nous vivons cela dans une, je veux dire, perspective participative, où nous pensons qu'en tant que peuple, nous avons une bonne partie de notre contribution à donner pour des lendemains meilleurs dans notre pays. Voilà. Monsieur Zefoumou, je peux faire l'avocat du diable en me faisant le porte-voix de certaines personnes qui ne sont pas représentées sur ce plateau. La démocratie se mesure aussi par rapport à l'existence des institutions de pouvoir et de contre-pouvoir. Est-ce que toutes ces institutions de contre-pouvoir aujourd'hui existent et fonctionnent à merveille? Et je vous demanderai d'abord qu'est-ce que vous appelez existant et fonctionnement à merveille. Parce que là, en être intelligent, le fonctionnement, c'est l'instauration de l'institution et que l'institution puisse travailler et que cette institution ait la liberté de fonctionner et de marcher. Je crois que les institutions démocratiques en Guinée équatoriale sont installées et puis ont leur liberté de fonctionnement et alors, moi je dirais que oui. Les institutions travaillent. Je dirais tout simplement que lorsqu'il parle d'essai démocratique, c'est vrai. Le terme est vraiment approprié pour les Africains parce que quelqu'un avait dit dans les années 90 que la démocratie était un luxe pour les Africains. Donc Jacques Chirac, tout le monde s'est lancé contre lui à tout va sans vraiment bien tenter de comprendre ce qu'il avait dit. Nous n'allons pas exiger aux pays africains, notamment la Guinée équatoriale, de réussir en quelques 20 ans, plus ou moins, de démocratie, là où les Occidentaux, chantres de la démocratie, n'ont pas réussi pratiquement en 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le bilan. Malheureusement, nous avons un pays occidental, notamment l'Espagne, qui a encore du mal à mettre en place un gouvernement parce qu'il y a des dysfonctionnements politiques, des dysfonctionnements démocratiques. Donc pour moi, la Guinée est en apprentissage démocratique. Et je reviens toujours à ce que j'ai toujours pensé, c'est que la Guinée équatoriale ne doit pas aller vers une démocratie parnassienne, entre griffes. C'est-à-dire Parnassienne, le Parnasse, c'est un courant littéraire du 19e siècle qui ne s'intéressait qu'à l'art pour l'art. C'est-à-dire que vous construisez les vers, vous ne regardez pas le fond du vers, le vers, c'est-à-dire la poésie. Vous ne vous intéressez qu'à la forme et non le fond obligatoirement. C'est ça la démocratie parnassienne de Leconte de Lille, José Heredia, Maria Heredia et Théophile Gautier, etc., etc. Donc pour moi, la démocratie ne doit pas être
importée en Afrique comme un prêt-à-porter sans retouche. Il faut qu'elle soit une démocratie appliquée à l'économie, appliquée au développement, appliquée au progrès même de l'homme, de l'Africain. Donc, c'est vrai que nous sommes en apprentissage démocratique, nous sommes en essai démocratique, et cela doit continuer. Il a dit que c'est un voyage sans retour. Nous irons avec des balbutiements, c'est ça l'esprit de l'apprentissage. Nous irons avec des hauts et des bas, mais nous irons de l'avant. Merci. Monsieur le ministre, vous avez quand même évolué dans plusieurs pays. Vous avez vécu la démocratie dans ces pays. Vous avez eu le temps de vivre la démocratie dans votre pays, de comparer et d'entendre ce qu'on dit de la Guinée équatoriale sur le plan de respect démocratique. Avec du recul, qu'est-ce que vous dites? Well, I will, first of all, this is not my subject regarding the democratic process of Equatorial Guinea, but the best way that I usually describe it is not really on what we compare with other countries, more where Equatorial Guinea was and where Equatorial Guinea is now, and also where is the period. Because everybody believes that Equatorial Guinea, like I've been saying, of 2016, started in 1965. Equatorial Guinea of the real democracy started in the 90s. That's when we really have the economic equipment to be able to build a real economy. Today in Equatorial Guinea, we have entities that are very important, like the government, like the parliament, like the Senate, like the general attorney, and we have right now, there is and those entities, even though we are small, we all know each other. We know that each one of them have a very important responsibility. We know, and I will give you an example. This campaign has been one of the more difficult campaigns. People believe, no, it was easy. It was not easy because the population of have been transformed. You don't just go there and tell them, vote for Obiangema, vote for the PDG. They say, okay, well, what's your development? Did you provide us electricity? Did you give us all this? Did you provide me an institution that I can be able, whenever somebody is violating my right to do that? We have the judicial, we have even the parliamentary, we even have right now the general attorney, that any citizen can defend their own right. So the best way for me to do is to really evaluate what Equatorial Guinea have done since independence to today, put it like Spain, what Spain did since Franco left to that period. And those 2 decades, they never have done like we have done it. I mean, this is a comparison. Now, they will say, well, Equatorial Guinea is not like Spain. Equatorial Guinea is not like France. Equatorial Guinea, because Equatorial Guinea is in Africa. Our culture is very important. We immerse our culture in our own democracy to be able to make sure that all the population can develop, because the economic development is not only in the funding, it's also in the social and in the politicals. I will give you a very good example. The oppositions who had been battling with us to this process, they are doing their jobs, and we need to defend what they're saying. And something they say, yes, you have done good in this, but this, you have not improved it. So we have been able to adjust according to it. But there are other ones that are the radicals one. What they want is violence. And we say no. They have been, since day one, trying to provoke. And it has been, one more time, thanks to His Excellency. And the older generation have told us that you have to relax. Don't allow that provocation to do that, because that's what they want. They want the image that you see in Equatorial Guinea, that people in the street, they're beating people. No, we have proof to everybody that we have been transparent. We have put everywhere the results. We have shown everybody how, and even the observer have been telling, this is an example of how to do it. So, because we have created now a precedent. Now, this is our own way of democracy. This is what we believe is very democracy. And other people that right now, they are not talking about Equatorial Guinea in Europe, in other places, is because there's no bad news.
They don't have big highlights, people killing each other, a bazooka, different things. They have nothing to say. They did the election, they present the election, and it's finished. So you won't see us in the news. In Africa 24, yes. And another news, yes. But BBC, nothing. CNN, nothing. Why? Because there's no African killing Africans or people killing. It's because we have done it correctly. And this is clearly our grade that we believe that we are doing. It is, His Excellency said, it is a democracy, a transition and a learning democracy that we need to make sure that everybody understands how those work. Today, a minister like me doesn't have the same power than a minister 10 years ago. I need to defend to the parliament, to the Senate, to the Minister of Finance. So I don't have, so those are the processes that are very important because His Excellency has been doing a decentralization to make sure that everybody is involved in the democracy. So that's the best way that I usually describe the level of our democracy. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous me donnez l'occasion de rebondir quand même sur une phrase que j'ai tirée du sujet qui est passé tout à l'heure, où on voit le troisième vice-président du CPDS qui dit une phrase très importante. Il dit que nous sommes dans notre rôle d'opposants et de porter des regards critiques sur ce qui se fait. Mais chaque fois que nous le faisons, on nous prend pour des ennemis de la République. Je voudrais que ce soit monsieur le sénateur qui réponde à cette question. Moi, je vais répondre parfaitement. Et je ne sais pas qui du CPDS a dit cela. On a regardé. C'est là, Manzogo. Oui. Là, vraiment, je suis franc-parler. Moi, j'aime dire ce que moi je pense. La démocratie n'est pas faite pour les enfants. Et alors, non, elle est faite pour les gens matures. Quelqu'un peut avoir 100 ans et avoir la mentalité d'enfant. Qui a pris Mazoro pour un ennemi? Personne. Et là, je vous dirais une chose, vraiment, il n'y a que les gens matures qui font la démocratie. Et la démocratie en Guinée équatoriale, moi je le répète et je le répéterai toujours, elle est en bonne voie, elle marche. Elle marche et je vous dirai pourquoi. Et pour cela que moi j'ai appuyé sur le mot essai de démocratie. Parce que si je vous posais la question de me citer une démocratie parfaite au monde... Je vais citer la Guinée équatoriale. Moi je citerai la Guinée équatoriale. Je citerai la Guinée équatoriale. Là. Mais ces donneurs de leçons, ils peuvent nous dire que la démocratie est parfaite ce jeu. Tu me donnes n'importe quel pays en Occident, et là, je vous dirai les failles de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple exactement, ça existe aux États-Unis. Vous avez demandé à ce qu'on parle. Alors moi je parle. Est-ce que ça existe aux États-Unis? Est-ce que cela existe en Angleterre? Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a que les démocrates et les républicains dans un pays de plus de 300 millions d'habitants? Et les autres partis sont où? Là, je vais vous dire, non, chaque pays, le ministre l'a dit en anglais, oui. Chaque pays a sa démocratie. Et chaque peuple a sa démocratie. Et là, il faut le respecter. Ce qui n'est pas bon, c'est de prendre les autres pour d'éternels apprentis et qu'il y a des donneurs de leçons qui vont se promener à gauche, à droite pour donner des leçons à qui que ce soit. La Guinée équatoriale est un pays avec sa culture, la Guinée équatoriale est un pays avec sa population et la démocratie ne se ferait qu'à la façon de la République de Guinée équatoriale. Il y a une culture. Ce que vraiment... travaillent un peu les gens, c'est que un peu en dehors de l'Afrique, je vous dirais en Occident, alors on prend les Africains pour des, je ne veux pas dire le nom parce que je ne veux pas dire de gros mots, mais et que là n'importe qui peut venir dire bon mais là maintenant vous faites comme ça. Non, il faut que donc pour vous, la démocratie, ce n'est pas un concept universel, selon vous? Ce n'est pas un concept universel. Il faut respecter chaque pays, hein, comme ça se fait en Europe et ça se fait en Occident. La démocratie anglaise n'est pas la même, celle de l'Espagne, ce n'est pas celle de la France. Et pourtant, tout le monde est content. Alors, je crois que la démocratie marche parfaitement en Guinée équatoriale, avec des failles. Normal, nous sommes des êtres humains. L'être humain est imparfait.
Alors, et l'être humain imparfait est perfectible. Et nous tenons vers la perfection, mais nous sommes en train d'avancer dans la démocratie. Comme que quelqu'un dise que le même Wensela, il vient de parler. Vous avez fait référence à ces mots. Il a fait à la télévision, et cette télévision est vue par tout le monde, par le président, par moi, et par les gens dans le village. Quelqu'un est parti tuer Wensela pour avoir dit cela. Et il continue avec ça. Il est médecin, il a sa clinique, je crois, non? Il est docteur, il a sa clinique, il travaille tranquillement. Et pourtant, il a dit ce mot contre le régime. Et il y a des mots, et le ministre vient de le dire, hein, il fallait être à la campagne, dans cette campagne, pour que vraiment vous aurez assisté à des situations difficiles. Monsieur le sénateur, on va faire un dernier tour de table rapidement. Et je voudrais quand même me mettre dans mon rôle d'avocat du diable et me faire le porte-voix d'un certain nombre de choses qui sont récentes. Ça, je vous connais parce que vous êtes excessif. Non, je ne le serai pas du tout, pas du tout. En tout cas, par rapport aux dernières élections, les opposants, ils tirent un certain nombre d'enseignements. Ils mettent le doigt sur un certain nombre de points. Premier point, ils disent qu'il y a plusieurs personnes plusieurs groupes qui ont déposé quand même les demandes de légalisation de leur parti politique. Jusqu'à aujourd'hui, jamais on leur a donné l'autorisation. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, pour l'élection qui s'est passée, le président décide, comme il veut, de dire, moi je vous donne 100 millions de francs CFA cette fois-ci. L'autre fois, c'était 300 et quelques millions. Et tout. Donc, c'est le président qui décide comme il veut. Il faudrait que tout cela soit cadré dans des normes. Troisièmement, lors de la campagne électorale, ils estiment que quand ils vont dans certains endroits pour faire campagne, on les empêche. Et quatrièmement, ils estiment que le pouvoir en place choisit ses candidats, ses adversaires. C'est-à-dire qu'ils ont déposé les candidatures, mais pour des raisons qu'ils ne partagent pas du tout, on n'a pas homologué leur candidature. Ce sont entre autres choses qui reviennent souvent et je voudrais, puisqu'on a cette opportunité d'avoir d'éminentes personnalités sur ce plateau, qu'on éclaire définitivement. Bon, d'abord, si j'étais opposant dans ce pays, alors vraiment j'amènerais à la justice à celui qui pense qui dit que le pouvoir en place choisit ses opposants. C'est une manière de parler. Moi, je lui dis non, parce que alors c'est vraiment celui qui tient des mots pareils, alors il insulte l'intelligence des autres opposants. Et là, moi, je veux me mettre à eux de voir si vraiment ils sont... C'est quand vous réagissez comme ça qu'ils disent que vous les étouffez. Non. Ils sont libres d'exprimer leur opinion aussi, non? Et moi, c'est ça la démocratie. J'ai la liberté d'exprimer la mienne. Mais pas de les attaquer. Non, quand on dit que l'opposant ne peut pas parler et que le pouvoir en place les étouffe, alors c'est une attaque ou bien. Et alors moi, j'ai le droit... Et je garde le meilleur pour la fin. Hein. Moi, je dis, écoutez, si quelqu'un dit que bon, nous sommes opposants, et que parmi les opposants, c'est le pouvoir en place qui choisissent ses rivaux, alors c'est quoi? C'est mépriser les autres opposants. Moi, je ne parle pas pour eux. Ça moi, je le dis que... je n'ai pas à me mêler, parce que moi, je crois que ce sont des petits mots. Et vous avez parlé de quoi encore? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Il y a un processus établi par loi pour l'inscription des partis politiques. Alors, si quelqu'un ne remplit pas les normes, toutes les conditions pour qu'un parti politique soit légalisé en Guinée équatoriale, comment voulez-vous qu'il soit légalisé? Alors, celui qui vous dit, je ne sais pas qui vous a dit ça, que dès que quelqu'un dépose son dossier de candidature, de légalisation de parti, et qu'on ne légalise pas le parti. Moi, je vous dis, et je vous le rassure, que si un parti politique, j'étais secrétaire général de mon parti, je l'étais à l'époque, si un parti dépose un dossier de légalisation et que d'après la loi qui existe pour la légalisation des partis, alors il est en règle avec ces règles, le gouvernement n'a pas le droit et le gouvernement ne peut pas refuser de le dire. Nous allons finir cette émission pour parler de la jeunesse, de ce que cette jeunesse-là attend du nouveau quinquennat, du nouveau septennat
du président élu. Mais avant cela, il y a quelque chose que j'ai entendu, je préfère le vérifier auprès de vous pour être sûr. C'est qu'on estime que lorsqu'on a fait le dépouillement pour les dernières élections, dans pas mal de bureaux, entre 100%, 100 personnes ont voté et les 100 ont voté pour un candidat. Deuxième chose, dans beaucoup de bureaux de vote, le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je ne suis pas là pour me substituer aux gens de la commission électorale. Sénat, la commission électorale. Oui. Et moi, d'après, comme politicien, je sais qu'il y a cette procédure. Il y a des gens que s'ayant inscrits dans une table et qu'au moment de vote, alors ils se trouvent déplacés et ils se trouvaient dans un autre point. Je suis d'accord. Ça peut arriver, c'est arrivé, et c'est arrivé plusieurs fois. Et ça peut, pas seulement ça peut arriver, ça arrive toujours. Mais les 100%, ça vous étonne pas? Non, les 100%, moi je le trouve normal. on a quelle population en Guinée équatoriale? Et la population électorale, c'est 300 000. Ça étonne et que vous trouvez réellement étrange que dans une population de 300, électorale de 300 000, là où il y a des endroits des tables de bureaux électoraux et de bureaux de vote à peine 1000 personnes, 1100, même pas. Il y a des 2000, il y a des 3000. Oui, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde pense la même chose. C'est étonnant quand même, non? Que nous soyons dans une maison et que nous pensons tous la même chose. Et quand c'est récurrent, il y a de quoi se poser des questions. Je ne pose que des questions. Non, ce n'est pas penser la même chose. Oui. Je peux voter pour différentes raisons. Ce n'est pas comme nous on pense, on n'est pas des robots, on n'est pas programmés. Nous sommes des êtres humains, nous avons l'intelligence. Et alors, si un être intelligent vote, c'est parce qu'il a réfléchi et il a voté. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je disais que nous allons finir cette émission en portant un regard sur l'attente de la jeunesse par rapport au nouveau septennat. Alors, nous avons le directeur de la jeunesse. En tant que jeune, parce que de votre poste, vous contrôlez quand même une frange importante de la jeunesse. Quelles sont les attentes que formulent les jeunes aujourd'hui par rapport au nouveau septennat? Bon, j'aimerais pas trop parler d'attente. J'aimerais parler plus de l'engagement, parce que nous pensons que le nouveau septennat n'est pas qu'un septennat du gouvernement. C'est un septennat de tous ceux qui ont donné la caution au nouveau président élu pour qu'il soit encore la personne qui dirige le peuple pendant ces 7 années. Presque un mois avant l'élection présidentielle, nous nous sommes réunis en tant que jeunes dans le cadre d'une rencontre que nous avons appelée la rencontre sur l'engagement des jeunes. Donc, quelle est la partition que peut jouer la jeunesse pour faire en sorte que l'horizon 2020 devienne une réalité grâce à la participation des jeunes aussi. Donc, la plupart des jeunes, j'aimerais bien vous le dire, qui ont effectivement dit oui à la continuité de ce plan, se sont indirectement et directement engagés à faire suivre ce processus. Bon, les grandes attentes de la jeunesse, si je devrais parler d'attentes, c'est que nous espérons être de plus en plus impliqués, comme nous le sommes déjà dans le processus de prise de décision, et nous espérons également que la plupart des programmes majeurs du gouvernement continuent également à avoir l'implication des jeunes. Depuis le ministère, je veux dire le gouvernement, nous avons lancé un programme spécifique qui a pour but d'impliquer la jeunesse sur tous les processus de développement, surtout le processus de développement. Je parle spécifiquement de la question de la société civile et de la question du secteur privé. Donc, ces deux grands points. Vous savez, nous sommes à peine 1 300 000 habitants. Il n'y a qu'un poste de président. Et il n'y a pas beaucoup de postes dans le gouvernement. Et l'administration publique ne peut pas employer tout le monde. Et nous faisons face comme tous les autres pays, à la problématique du chômage qu'il nous faut en tant qu'être qui participe dans la mise en place du développement global, être des personnes qui agissent, pas des gens qui attendent que l'on fasse seulement des choses pour nous. Donc, mon ministre, personnellement, m'a dit de dire aux jeunes de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour le pays. Parce que nos problèmes, nous sommes les premiers qui détiennent la solution à nos véritables problèmes. Donc, le gouvernement ne vient là que comme un appui, un levier qui nous permet évidemment de participer de façon collective dans cette dynamique. Mais il faut remarquer quand même que cette jeunesse-là veut être bureaucrate
cette jeunesse-là veut aller travailler que dans les mines. C'est vrai que le ministre des Mines sera très content de voir de la main-d'œuvre qui arrive dans ce secteur, mais cela ne suffit pas. Mais on dit qu'il faudrait que les jeunes prennent sur eux d'abord le changement de mentalité et que ce soit des jeunes qui soient créatifs. Et c'est là que la balle vient dans le camp de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes ne soient pas dit, bon, ok, j'ai fini mes études, j'attends qu'on m'embauche dans une société. Le ministre a dit, il faudrait que les jeunes soient créatifs en allant créer leur propre entreprise. Alors, de quoi a-t-on besoin pour que les jeunes s'approprient ce concept-là de créativité plutôt que d'être des gens qui croisent les bras et attendent que tout descende du ciel? Bon, je pense que la jeunesse actuelle de la Guinée équatoriale a hérité des anciens. Et vous allez remarquer, si vous allez dans nos pays voisins, on ne va pas vous dire qu'on est oisif. C'est vrai que l'impression porte à croire que nous le sommes parce que l'arrivée de la manne pétrolière a un peu stagné nos envies d'entrepreneuriat. Mais je ne le crois pas. Je suis en contact avec la jeunesse tous les jours. J'ai une base de données de plus de 800 jeunes qui veulent entreprendre et qui peuvent entreprendre. Mais ceux qu'on voit à l'aéroport, enfin, il y a beaucoup de choses à faire ici, mais on les voit faire de petits boulots. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi le changement de mentalité qui doit impacter de façon considérable. Mais qui doit insuffler ce changement de mentalité selon vous? Bon, c'est vrai que nous sommes habitués à exiger des choses au gouvernement. Il faut partir de cette perspective, il faut quitter cette perspective où le peuple a tendance à exiger des choses au gouvernement. Je pense que certains des fondamentaux clés pour que les jeunes puissent faire des choses sont déjà réunis ici. Je peux vous parler des infrastructures de base. Moi-même, je suis jeune entrepreneur. Je n'ai pas demandé à être directeur général. L'on m'a proposé directeur général après. Mais avant tout, je suis jeune entrepreneur qui ne dépend d'aucun salaire. Je suis dans le bois, je suis dans ceci, je suis dans cela. Il y a une route qui a été mise en place de Malabo jusqu'à Riaba. Je suis allé, je n'ai pas de parents là-bas, je suis de la région continentale. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé des petits endroits où je pouvais faire du bois. Et 2-3 jours depuis la forêt, moi j'appelle mes clients depuis ici. Et ça me fait des entrées de 3-4 millions semaine. Je n'ai pas besoin d'attendre que le gouvernement le fasse. Le gouvernement a déjà mis l'infrastructure routière. Le gouvernement a également mis l'infrastructure de télécommunications. Ça veut dire que dans la brousse, moi je peux parler avec mes clients en tant que fournisseur. Et monsieur le sénateur l'a dit tout à l'heure, faites attention avec le genre de peuple qu'a actuellement la Guinée équatoriale, parce que c'est un genre de peuple qui sait ce dont elle a besoin. Faites attention aux gens de jeunes. Ne restez pas enfermés dans des stéréotypes qui vous font croire que les jeunes sont là à vouloir seulement faire des grands boulots. C'est pas vrai. Et je vous dis déjà avec le ministère, du point de vue du gouvernement, de façon générale, il y a un programme agricole sérieux qui va être lancé. On parle actuellement de l'affectation de 25 000 hectares de terres cultivables qui vont être donnés aux jeunes. Et les jeunes sont actuellement en train de faire leur business plan. Il y a plus de 1000 entreprises. Les jeunes vont participer à la mise en place, à la création d'emplois, avec 45 000 emplois directs. Donc, ça, c'est des choses que les jeunes sont capables de faire. Monsieur Bécalé, on a du plaisir à vous écouter. Vous auriez voulu quand même avoir beaucoup plus de jeunes comme Monsieur Bécalé, non? Monsieur Wanouel. Tout à fait, j'en suis extrêmement ravi. Oui. De sa capacité à expliquer ce qu'il fait. C'est vrai qu'on nous disait que la Guinée savait faire ce qu'elle dit, mais elle ne sait pas toujours dire ce qu'elle fait. Voilà un jeune directeur général qui sait dire ce qu'il fait. Alors nous allons conclure cette émission avec le ministre. Quand vous entendez les jeunes comme ça, est-ce que vous êtes rassurés que l'avenir est préparé, que demain, tous vos rêves que vous avez exprimés tout à l'heure, que ce sera des défis relevés? I have to say that I have confident that what His Excellency have invested, his sweat, his work, it's going to give the fruits now. One of the key advantages that Equatorial Guinea had for many years is that we were the last one having oil in this neighborhood. So we saw what our neighbors in Nigeria did. We saw what happened in Cameroon. We saw what happened in Gabon. And we have been always dedicated and understanding that one of the key criteria for the future is the investment in the youth. His Excellency have never have not doubt on naming ministers very young, no doubt on naming different individual youth to give them a chance. And this has been very important because he have created a very competitive atmosphere, because you don't just be a minister or be a director because you are the son of or because you can do this. That used to be in the past.
Now you need to prove your capability, and not only in Equatorial Guinea, but outside. And one of the best examples is this plateau right now. 10 years ago, Equatorial Guinea was a country that we spoke Spanish, maybe 1 or 2 people spoke French. But now you see many people who speak French, many people can speak Spanish, a lot of people speak Russian, Chinese. So that's clearly is a base that now the youth are ready to do, because what they actually have done to us is leave us with the tools. Because now we have the hotels, we have the road, we have the electricity, we have the universities. So as a youth now, you could decide you want to be a doctor, you can be a lawyer. And there's so many companies you do that. But what we need to do now is we need to take charge of our economy. We don't just have to be, I want to work in the government and being the one regulating it. No, you have to go in the ground. You have to sell the bread. You have to do the water. So I have to say that I'm very confident of the investment of His Excellency in the youth, because it has been thanks to people like the senator, who has been always telling us, you have to study, you have to do this, because one day I won't be able to work and you have to drive the car for me. And they have been always complimentary. They have never been that fear, or that young minister, he wants to take my job. So no, because all of them, they're in the Senate. You see, right now you have young ministers. You have in the parliament another adult young. Then you have the Senate, the oldest. So even anything that we want to regulate, we just need to go through the filter. And the last filter, it's individual, like His Excellency or the senator, who say, Excellency Gabriel, that's a very good idea, but because of our experience, it's not going to work, so you change it. So it gives us this plain atmosphere that we can do, and then give us opportunity for the youth to understand that if we want to grow, if we want to become a very superpower of industry, tourism, the rest, we need to do it ourselves. All our youth that you see here in Equatorial Guinea today have studied in the United States, university in the United States, universities in China, university in Russia, university in Cameroon, university in Nigeria. And when they come back, they have an opportunity to use all that experience. As the last issue that I have to say, my vision, or what I would like, is that the youth are like the youth or the entrepreneurs in Cameroon and in Nigeria. I love the entrepreneurs in Cameroon and Nigeria. Why I love them? Because any Nigerian or Cameroonian who go to Europe, for example, they go to Spain, the same time then our people go to Spain, in less than 2 years they're already in Brussels, or they are in Frankfurt, and then another 3 years they're back in Cameroon. They already have made the money. It's because they are very entrepreneur. They go there, they do the shop. So our vision is that the youth in Equatorial Guinea have to be entrepreneur. They need to lose the fear of, can I do it, or I cannot do it. You have to do it. That's the way you learn. You will make mistakes, but by doing it, you'll be able to do so. In conclusion, I have confidence on the youth, because the same opportunity that they give to me, I have the responsibility to give to another youth. And when they make a mistake, I just call them and I say, listen, you make a mistake, try again. You don't just brush them aside. So for me, I have to say that the senator, His Excellency, have done a great job. We can be very confident that the future of Equatorial Guinea is in very good hands under the scope and the supervision of the elders. But we are very confident that the youth in Equatorial Guinea are ready to take charge, and I have to say very seriously, because that's my responsibility, industry, to take charge of CEMAC, of Africa and the world. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir que nous allons refermer définitivement cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et de nous avoir prodigué de sages conseils. En tout cas, c'est très bénéfique pour la jeunesse, surtout représentée sur ce plateau. Monsieur le sénateur, merci beaucoup de nous avoir éclairé à l'antenne de nos téléspectateurs sur ce que la démocratie telle que ça se fait sur ce plateau, sur cette émission. Merci beaucoup. Également, Juan Noël, quelqu'un quand même qui est souvent avec nous pour éclairer notre antenne et nous montrer un peu ce qui se passe dans ce pays. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Et M. Bekale, que j'ai eu le plaisir d'écouter à travers son expérience personnelle, et je crois que ce n'est pas par hasard que vous êtes directeur de la jeunesse. J'espère que vous allez continuer par guider et conduire cette jeunesse-là. Et quand nous reviendrons prochainement,
ce serait pour constater tout ce que vous aurez pu faire de cette jeunesse. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous refermons définitivement cette émission organisée en marge de la cérémonie d'investiture du tout nouveau président Théodore Obiang Basogo. Aujourd'hui, vous avez suivi entièrement cette cérémonie sur ce plateau. Merci beaucoup. Et je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la production de cette émission. On se vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.